pour ceux qui ne connaissent pas encore le centre, Matérielle est un centre pour l'art, le savoir et la société. C'est une initiative dont les activités s'articulent autour de la pratique curatoriale, mais dans un large spectre, c'est-à-dire un spectre transdisciplinaire. Les activités tournent autour aussi de l'éducation artistique, des résidences, de recherche et d'art, de la production de savoir, de la documentation, de la théorie artistique et de la critique d'art. Donc le programme est transdisciplinaire, il s'informe autant, il se nourrit autant de la littérature, du cinéma, de l'architecture, de la politique, de la mode, de la cuisine et de la diaspora. Hi everyone, welcome to Raw Material. For those of you who haven't been here before, Raw Material is a center for art, knowledge, and society. It is an initiative involved with curatorial practice, artistic education, residencies, knowledge production, and archiving of theory and critical art thinking. It works to foster appreciation and growth of artistic and intellectual creativity in Africa. The program is transdisciplinary and is equally informed by literature, film, architecture, politics, fashion, cuisine, and the diaspora. Alors la discussion publique, le programme public d'aujourd'hui, ou discussion interactive, conversation interactive comme on l'a appelé, va nous permettre d'explorer avec les partenaires qu'on a rencontrés avec les étudiants de nouveaux critères pour le développement des matériaux, de rétablir des liens entre les communautés de matériaux, de relier les sources traditionnelles et émergentes de connaissances et d'activités entrepreneuriales et d'imaginer des avenirs pour ces matériaux interconnectés centrés sur la santé des sols. The public discussion of today will explore with partners new criteria for material development, reestablish ties between material communities, link both traditional and emerging sources of knowledge and entrepreneurial activity, as well as imagine interconnected material futures centered on soil health. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter celle qui est à l'origine de ce fameux programme et cette exposition que vous avez vue aujourd'hui dans la cour avant et dans la cour arrière, et puis aussi dans notre bureau. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une œuvre à l'arrière projetée dans le bureau. Alors cette personne s'appelle Myling Loco, elle est une chercheuse, scientifique, designeuse, éducatrice en architecture, originaire du Ghana et des Philippines, et elle travaille avec des déchets agricoles, des matériaux renouvelables d'origine biologique. Dans son travail, Myling, elle explore les thèmes de la justice générative à travers le développement de nouveaux modèles de production distribués et de collaboration. And we're going to get into the originator of this program, which is Myling Loco, and she put together this beautiful program where you will see the installations in the front entry, and here also in our office in the back where there's a dark room with a beautiful installation there as well. So Myling Loco is an architectural scientist, designer, and educator from Ghana and the Philippines who works with agro-waste and renewable bio-based materials. Through her work, Loco explores themes of generative justice through the development of new models of distributed production and collaboration. So we'll hand it over to Myling. Yeah. Hello. Is that okay? Bonjour tout le monde. That is the extent of my French today. I apologize, but it's wonderful to see familiar and new faces. Thank you so much for coming tonight. Soil Sisters is a growing research area at Yale University where I teach, and in many ways it's an area that kind of came out of lessons learned from using a lot of bio-based materials, stuff that is discarded after we grow crops for food. We leave a lot of materials on the field. Often we burn them or we prematurely return them back to the soils. And other ways of treating some of the toxic practices with bio-based materials, we use them to do a lot of cleaning in our environment. And it's been sort of a roller coaster, always trying to solve the problem in terms of pollution on our planet
And so we ultimately came up with a question: what if we design backwards? What if we center soil health as the ultimate goal? What would that mean in terms of how we design, who we bring into the design framework? What new products would there be? How might our values change? Wow, that's a lot. Maybe we need to translate that. Or Letitia, do you want to help? Oui, je peux commencer par expliquer. Alors, je ne vais pas traduire littéralement, peut-être Laetitia fera ça plus ce que vient de dire Maïline, mais pour expliquer le programme Soul Sisters. Donc c'est le programme avec lequel les étudiants sont venus aujourd'hui, c'est un programme d'été de l'école d'architecture, du département d'architecture de Yale University. Et ce programme a été designé en collaboration avec matérielles. Le programme Soul Sister, dont Maïline est à l'origine, il explore les opportunités, les défis complexes des pratiques liées à la matière dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. Et Soul Sister, c'est un centre de recherche au Yale Center for Ecosystem in Architecture qui se concentre sur la manière dont les pratiques liées à la matière peuvent assurer la nutrition et la résilience des sols en utilisant des approches biodiversifiées, non toxiques et à faible consommation d'énergie. Oui, et donc pour suivre ce que Delphine disait, une grande partie de la recherche que Mei-Ling fait à l'université de Yale aux États-Unis, c'est aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on peut revaloriser certains matériaux qui sont comme des déchets, que ce soit dans l'agriculture ou les produits de plastique ou autres, et quel est le rôle de l'architecte dans cette chaîne de production, sur comment est-ce qu'il pourrait être incorporé à une échelle plus ou moins grande selon ce qui est plus ou moins correspondant. Donc voilà, et donc c'est réfléchir au lieu de voir la santé des sols comme quelque chose qui est purement lié à l'agriculture ou qui est complètement séparé de l'architecture, c'est comment est-ce qu'au final le projet d'architecture puisse réfléchir à comme pour but ultime, excusez-moi, de sécuriser la santé des sols. Parfait, merci. In the past 3 weeks, we've used this opportunity working with Raw here and a number of partners who are sitting around the circle to think together around this question of how different material practices can center soil health. Et donc, dans ces 3 dernières semaines, on a entre élèves, professeurs et partenaires et chercheurs qui sont basés ici à Dakar ou au Sénégal, réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait donc repenser aux matériaux qu'on utilise dans le domaine de l'architecture et quel est le rôle de ces matériaux qui sont de provenance biogénique. So in week 1, we began with the earth, and we worked with wonderful partners like Dr. Ibrahim Niang, Elementaire, Compact, Urbacen. I'm going to mess up the acronym. CSBTP in French. So that was the first week where we started to look at a range of earth technologies. Donc la première semaine, on a concentré notre réflexion sur les matériaux faits à partir de la terre, des sols. Et donc avec ça, on est allé voir des experts comme le professeur Ibrahim Niang, on est allé voir des industries qui construisaient des blocs faits à partir de terre comme élémentaire, compact et excusez-moi, BTP. Voilà. Oui. And the second week, we traveled to Fatigue, where we looked at wild cotton grown, indigenous cotton grown here with Fatim Soumari of Fale. And we did a wonderful textile workshop with natural dyes with Nunu Design. Donc la deuxième semaine, on est allé à Fatigue et nous sommes allés visiter des îles où les arbres cotonniers poussent, qui sont locaux à cet endroit, ce paysage.
Et nous sommes allés voir les ateliers de Falais avec Fatim, et puis nous sommes allés faire des ateliers sur comment est-ce qu'on pourrait colorer à partir de plantes, de terre, les habits ou les matériaux d'architecture avec nous. And the dernier week, we looked at, so we also visited the salt flats in Fatigue. So you'll see examples of working with soil as well from week 2. Et donc pendant cette deuxième semaine, nous sommes aussi allés voir les puits de sel, où on collecte le sel. Et donc certains étudiants ont été vraiment inspirés par ces paysages et ont travaillé avec ce matériel au sein de leur soil stories, de leur histoire sur la terre. And the last week we went to Gandiol to visit a wonderful partner, Hahate, where we actually looked at bringing all of these materials together, earth building, earth renders, natural dyes, as well as a broader range of programs that are rooted in how one can build community through connecting these material practices. Et donc pour la dernière semaine, nous sommes allés à Gandiol et nous avons observé la pratique de Hahate. Et là, nous avons regardé comment est-ce qu'ils incorporaient des matériaux comme ceux de la terre, comment est-ce qu'ils incorporaient les pigmentations naturelles, mais aussi comment est-ce que de manière plus large, ils réussissaient à vivre en communauté, et à quoi est-ce que ça ressemble et comment est-ce que ça rapporte toutes ces notions d'agriculture, de ferme, de matériaux d'architecture ensemble en dialogue. And in this last week, the students have been producing everything you see in the last 4 to 4.5 days. But we also did on Monday something that we couldn't ignore, plastic waste. And as much as it's nice to work and make with materials that are renewable, we also today are dealing with a lot of waste from other synthetic and mineral-based economies. And so coming back to Dakar and visiting Recoplast, and as well as Canoe Labs, was very important for us to link some of these contexts back to the challenges of urban contexts. Et donc pour cette dernière semaine, on était basé à Dakar, majoritairement ici à Rho, et c'est là où les étudiants ont produit en 3-4 jours le travail que vous pouvez voir qui est exécuté aujourd'hui. Mais nous avons aussi été allés visiter des ateliers de récupération de plastique, car tout autant auxquels on était vraiment intéressés à voir comment est-ce que les matériaux renouvelables, naturels ou biogéniques pouvaient être incorporés dans le domaine de l'architecture, il est aussi impossible d'ignorer d'autres déchets comme ceux du plastique et donc de voir quelle est leur utilisation. Et donc on a visité Canoe Lab et Recoplast pour voir comment est-ce que eux pratiquaient cela ici à Dakar. Parfait. Donc, so now the students have been reflecting individual reflections and how to link all of these different materials ultimately to soil health, which hasn't been an easy thing to do. And so I'm going to hand over the mic to the wonderful students. Precious and Letitia are going to lead the discussion, and it's going to be quite interactive. So over to you guys. Thank you. Donc maintenant, Maëlle va centrer la conversation autour des étudiants et voir comment est-ce que chaque étudiant a approché un matériau auquel il était intéressé. Et donc nous allons modérer la conversation avec Precious, mais la conversation est plutôt ouverte et on va vous demander de participer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Okay. Oh, hello. Hello. Is it working? Yeah. Okay. So hey guys, my name is Precious. I'm going to try and keep the energy up because it's an hour talking about soil, which is very serious, but often you can get lost in. So we're going to start with a very quick question. We spent a lot of time playing and testing and messing about in soil. So we want to know, when was the last time you remember messing around in soil and how old were you? So it's going to be super fast. Everyone's just going to say a number. Don't tell me a story, please. So yeah, we're just going to go around this. We're going to do inner circle, then outer circle. Yeah, everyone's going to talk. I heard someone like scream. I'm sorry. Okay, thanks.
Donc c'est Precious, une étudiante d'ici à Yale. Et elle disait comme ce sont des sujets très importants et très compliqués et qui peuvent parfois être un peu lourds de réfléchir aux états des sols de nos jours. Mais on a aussi passé beaucoup de bon temps et on s'est vraiment amusé à travailler avec la terre et à chipoter dans la terre. Et donc on voulait essayer de provoquer et de commencer la conversation et vous demander très rapidement juste de réfléchir à la première fois où vous vous souvenez avoir joué dans la terre et quel âge est-ce que vous aviez. Donc on va commencer dans le petit cercle ici et puis on va rapporter ça au grand cercle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais numéro, ne nous racontez pas d'histoire, juste un numéro et puis on continuera la conversation. Okay, I'll start and then they can go. I won't pass the mic, just go. Okay, ready? 23. 24. 7. 24. Maybe like 3, I think. 8. 10. This is 41. moi toujours. Je joue avec le sac. Always. Grown up in Casamance, so almost always. 33. Guys, go faster. 26. 9. 26. 7. 3 ans. 5. 26. 32. 30. I'm a herb dying, so always. Is it like the first time or the last? First time. No, someone said 3. Lost in translation. The last time we heard lost. Oh, last time. I'm sorry, I'm sorry. The question changed. Where are we? 31. Wait till the mic. 29. Last week. 31. 30. Always. I grew up in the countryside. Right. Okay. 28. I don't know. 2 weeks ago. Always. 48. La dernière fois que vous vous souvenez avoir joué dans la terre. Oh, il n'y a pas longtemps. 25. 26. Yesterday. 64. People do. 32. 7. Okay, thank you. Merci. What would you say? La dernière fois, qu'est-ce que tu as joué dans la terre? 2 ans. Wow. Thank you guys. Okay, I think it's important that we always play in the dirt, philosophically or not. So we're going to start. A couple of students have been playing with that or working with soil. So we're going to start with some of the boys of the group. Don't say that. Donc nous allons tous travailler d'une manière ou d'une autre avec la terre et les sols pendant nos 4 semaines ici. Et donc on va démarrer avec le groupe qui a regardé très directement à la terre en tant que matérielle. Et ce sont tous des hommes. C'était une pure coïncidence, mais voilà. Okay, so a question to the people who've been with soil, so that's Antonio, Colin and Michael, but also Sombo if you'd like to join in. How can soils serve as a medium that encapsulates time and memory? Donc nous allons tourner cette question aux étudiants qui ont travaillé avec la terre, donc Antonio, Michael, Colin et Sambo.
Et la question est comment les sols peuvent-ils servir de support à l'encapsulation du temps et de la mémoire? Is it working? Yes. Yes? Is it? Actually, just press on. Hello. Hello. So my name is Antonio, and that's Colin and this is Michael, and yeah, we were working specifically on soils and making bricks out of the soil. And the question of time and memories is very important to all of us, just because, as we were saying, not only for this program, but like for human life, the ground is the beginning of everything. And it's not only a medium which we build with, but it's a medium we build upon. And there's rituals and cultural associations with the soil. And so I think all of the three of us were investigating this idea of depth and time. So the soil has a tendency of like pushing. La terre. Donc lui disait que la question de mémoire et de sol est quelque chose de très important dans son travail et qu'il a travaillé avec la terre en tant que matériel, mais qu'il voit aussi que c'est pas seulement quelque chose avec lequel on travaille, c'est quelque chose d'où tout départ, que ce soit de l'architecture, l'agriculture ou toute autre sorte d'activité. Et donc là, il disait que lui, ce qui l'avait beaucoup intéressé, c'était la question de strata et de profil dans les sols, où on voit qu'à travers le temps, vraiment, ça s'amasse et que tout ce qui est assez ancien se retrouve tout en bas et que donc on doit commencer en creusant, on peut retracer certaines histoires. Et donc ça, c'est un peu ce qui a démarré son intérêt sur les sols. So yeah, I think the very notion of building is a notion of digging into time, which is like older soils, and then bringing it up, and then giving it a new meaning and a new form, and that's like the basis of architecture. Et donc, il disait que pour lui, comment il voyait l'architecture, c'est une manière de pouvoir exposer en fait cette mémoire et cette histoire des sols à travers de nouvelles constructions qui sont durables et qui prennent en compte la santé et l'histoire de ces sols. I think also that soil contains the deep time that we talk about, the history that's present within the soil, but also when you talk about building with earth, you're also talking about the very present time, like the way that it absorbs moisture through the day and releases it back at night. Same with heat. Soil has a memory that persists and that is continuously fluid throughout the seasons and throughout the days. And this memory is learned through the fact that it's come from the place that it's actually being used in construction, which it's learned over centuries of being here. Donc Michael disait aussi qu'il y a un aspect où oui, on peut retracer la mémoire vraiment très très ancienne des sols et de certaines civilisations et de comment est-ce qu'on fonctionnait, mais que aussi l'histoire des sols est aussi un peu à voir avec le jour pour le jour et peut être aussi très présente et peut nous impacter au jour le jour parce que par exemple la manière dont l'eau va être absorbée dans les bâtiments, quand est-ce que ça va la relâcher ou pas, comment est-ce que ça va impacter le confort qu'on a nous quand on habite dans une de ces constructions. C'est quelque chose qui nous montre aussi que les sols sont très complexes et qu'ils contiennent beaucoup de savoir et que c'est une construction avec laquelle on a beaucoup travaillé avec à certains moments et on a un peu oublié cette manière de construire et donc c'est quelque chose qui nous intéresse de revoir comment est-ce qu'on peut y revenir et comment est-ce que cette histoire est en fait très contemporaine et très relevante à des questions d'architecture et de construction aujourd'hui. Well, I would first say, geology is kind of a funny thing. With this planet that we're on being 6 to 10 billion years old, and our species only having been on it for less than 1 million years, and yet you can still see that memory of, the KT event and the PT event and all these major geological milestones in the memory of the soil, and now you can see this Anthropocene event in the memory of the soil. And it's really a question of what memory are we implanting in it? Are we the asteroid?
I think that's a really like telling thing that you can see past events as you go deep down to the earth, and now we're sitting here at the top of that upper crust, seeing what part are we going to play in this geological future. Donc Colin nous disait que la géologie pour lui c'est quelque chose de très intéressant, mais aussi qui vraiment résonne avec lui en tant que comment est-ce qu'on peut voir à travers, oui en effet on peut voir les couches qui datent d'il y a très longtemps avec des époques géologiques qui diffèrent, mais aussi au sein de ce qu'on voit comme l'Anthropocène par exemple, comment est-ce que on voit à travers peut-être les couches plus récentes du sol avec lequel on cultive par exemple, quel est notre impact sur ces terres-là et à quelle vitesse est-ce qu'ils dégradent ou pas, et comment est-ce que ça peut peut-être nous faire réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait changer ces pratiques pour impacter dans le futur des pratiques qui sont plus en accordance avec le passé. So we're going to try and make sure this conversation doesn't just stay in a circle. So we have a specific request to open up to a very specific person. Donc on va essayer d'ouvrir la conversation pour que ce ne soit pas juste limité aux étudiants. Et donc cette question, on va la poser à la personne qui nous a introduit à Rahataï. Et Mamdou, qu'en penses-tu? Qu'as-tu à dire? You forced us to get into the mud. Tu nous as forcé à travailler dans la terre, donc on te force à répondre à notre question. Wow, et bonsoir tout le monde, et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être ici, entouré de belles personnes et qui pensent, qui veulent aller au-delà de l'existentiel, de ce qu'ils voient, mais aller. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il venait de dire jusqu'à maintenant, ça a commencé vraiment à me travailler. Et c'était juste là où j'étais en disant qu'effectivement, la Terre a une mémoire extraordinaire. Et c'est réellement peut-être nous, humains, qui ont, peut-être par cause de notre existence éphémère, mais aussi par cause de notre conscience fragile, mais aussi par cause de l'occupation qui est devenue aujourd'hui un exercice très très capitaliste. Et quand on parle de terre, on parle directement de matériel, quelque chose qu'on peut commercialiser. Donc du coup, effectivement, c'est nous qui n'avons pas de mémoire. Mais je pense que la terre elle-même, elle a sur elle la mémoire des siècles et des siècles d'existence et qui ont coexisté, qui ont pu écrire une belle histoire. Mais nous, c'est nous qui n'avons pas de mémoire. Donc peut-être, moi la question, je pense que ça allait être comment nous, on pourrait se servir de cette mémoire qu'elle a, la Terre, pour reconstruire notre propre mémoire, parce qu'on n'a plus de mémoire. So for the people that speak English, I'll translate. Mamdou was saying that what Colin just said really spoke to him, because he actually wanted to reframe the question as to, for him, as you've noticed, soil contains and holds a lot of history, but there's a disparity there because he was saying he thinks that humans have a very fragile memory actually and have a very fragile consciousness, and there's sort of a divide with a lack of understanding actually what composes all of those soils, and that there's an urge almost sometimes to want to like directly extract and make materials and commercialize and continue the sort of cycle of like, oh, to what scale can we do that, how much profit can we have from this, and so he was saying that for him the construction, the material, and as much as our own memory should be influenced by soils to try and really think through with a lot of consciousness as to what scale do we want to interact on, and how can we rebuild or reframe some of our way that we remember things or want to remember things. Is there anybody else that would like to comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire ou quelque chose qu'il voudrait dire, participer à la conversation? Good evening, everyone. My name is Katrina. I happen to be an administrator for an organization here in Senegal that works in the eco-village movement in the north. We work with villages on the Senegal River in Senegal and Mauritania. So this is very, very interesting to me because exactly what we do is we're trying to replenish the soil. We have a tree nursery. We've
given away in the past 3 years almost 500,000 trees, and we are working diligently to work with the people in the villages to bring more bounty to the soil, to regenerate the soil, to work with them to change practices that are damaging to their environment. And I think I'm just very happy to be here to experience this, because this is really where my heart is for Senegal. And I thank you for bringing this to Senegal and for doing your exploration here in Senegal, because it's much needed. And I can't wait to. I just texted my boss. I was like, get over here. I don't know if he'll show up, but we've been working since 2014 to create an eco-village in the north, in the Podor region. And I can't wait to hear more about what you're doing. I'm very interested in your sharing your results with our communities and to see what this can yield. So thank you. Katrina. Donc c'est Katrina qui disait que cette conversation a vraiment beaucoup de parallèles avec son activité professionnelle. Elle travaille dans une organisation à Podor, au Sénégal, qui sont près des rizières. Et c'est un éco-village où ils ont une pépinière et ils essaient vraiment de réfléchir à cette question des sols et comment est-ce qu'on peut contribuer et améliorer la santé des sols. Et ils ont donné environ presque un million de half a million of trees. Ils ont donné la moitié d'1 million d'arbres aux personnes qui habitent la région. Et donc, elle disait que c'est des conversations qui sont très très actives et très très présentes dans sa profession et dans le pays. Et donc, qu'elle est intéressée de voir comment est-ce que cette recherche de seulement quelques semaines ici peut être en dialogue avec des pratiques aussi qui cherchent et qui réfléchissent à des questions très similaires. Et donc, elle est très contente de voir que les étudiants réfléchissent à ce genre de sujet. Thank you so much, Katrina. I also just want to say that I think this would be a very difficult topic to have, in the States, in New Haven, for example. And the reason why I feel like it's been such a rich experience is because even as we went around the room, the people who've been working with the soil every day is part of life here. And I think the rich practices, making earth renders with your feet in a collective, still part of, traditions here. New enterprises like Compact and Elementaire making earth blocks as an alternative to concrete masonry. All of the additives using salt and other types of binders, agricultural waste, that's all happening here. And so I would say actually we're actually just entering and making the connections, but this is all stuff happening here, and we're lucky to actually be able to join and experience this and hopefully in some ways connect the dots. And so, I just want to make sure that, this topic isn't necessarily one that comes in alien, to this context. In fact, it's one that this context activates it in a really unique way. So you're very lucky to be here, and we'd love to hear also about the work you're doing. Donc Maëline disait que elle était, comme toute cette conversation qu'on a depuis le début, vraiment lui fait penser qu'à New Haven, aux États-Unis, là où nous sommes basés, c'est pas vraiment des conversations qu'on a aussi facilement, et que contrairement à ici où elle était très impressionnée de voir que beaucoup des personnes travaillent avec la terre tous les jours, et ça fait partie vraiment de la culture du bâtiment ici, et donc de voir comment est-ce qu'en fait, à travers venir ici pendant 3 semaines, on pourrait réfléchir et joindre cette conversation et réfléchir à comment est-ce que cette pratique peut être aussi incorporée aux États-Unis de manière plus holistique pour de meilleurs mots. Mais donc voilà. Yes, so first of all, I'd like to echo what Maylin said. We're definitely here to learn. Everything is already going on here. Honestly, what is the people in the room who you need to talk to, we're just getting started on learning about soil.
But we're going to move on to another material that has become prolific in Senegal, and that is tifa. Donc Precious disait qu'elle voulait échoer ce que Maëlyn disait et que vraiment, en tant qu'étudiant, on est venu pour apprendre et pour voir et pour écouter parce qu'on n'est pas du tout des experts et qu'autour de vous, vous pouvez voir, il y a plein d'experts et qui vraiment ont réfléchi à ces sujets très profondément et donc ça nous a vraiment inspiré à voir comment est-ce que dans la pratique d'architecte, on peut commencer à incorporer ces conversations grâce à vous. Ah, pardon. Et donc, le premier sujet qu'on va aborder après celui de la terre, c'est la question du tifa en tant que plante qui est très présente et qui est souvent vue, qui est une plante invasive du Sénégal. Okay. So the question is, how might we balance the need for tifa mitigation and its potential as a biomass? I will also say we have a couple of tifa experts in the room, so I would also invite them to join our conversation. Donc la première question qui se centre autour de l'usage et aussi du phénomène d'invasion de la plante tifa, c'est de comment est-ce qu'on pourrait balancer la mitigation de la plante de tifa au Sénégal et comment est-ce qu'on pourra y réfléchir en tant que potentiellement un matériel avec lequel on pourrait construire. Donc c'est une question qu'on va adresser aux étudiants, mais qu'aussi on va ouvrir aux experts qui nous ont introduit à ces aliments et ces ingrédients de construction comme Ibrahim. Merci tout le monde. Donc je m'appelle Ibrahim, je suis ingénieur matériaux. Donc j'ai eu l'opportunité de faire une thèse sur le tifa. Donc le tifa, c'est une plante invasive qu'on retrouve au niveau du Sénégal, enfin plutôt du nord du Sénégal. Donc son apparition coïncide avec la construction d'un barrage un barrage qui a été construit juste à la fin des années 70, parce qu'en fait il y avait une sécheresse qu'il y avait eu dans toute cette partie-là, et l'idée c'est de pouvoir donc bien gérer les ressources hydriques. Donc au final, c'était la construction de ce barrage donc a modifié la salinité, qui a donc a conduit à la prolifération de cette plante. Alors c'est assez intéressant parce que lorsqu'on fait une étude de cette plante, on se rend compte qu'elle a une microstructure qui est très poreuse. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas essayer de voir comment l'utiliser dans la construction. Alors ce qui est intéressant au Sénégal, c'est que depuis plusieurs années, il y a des réflexions qui ont été faites sur le confort thermique. Donc j'ai eu la chance d'avoir un père qui est assis là-bas, qui est architecte, qui depuis une trentaine d'années, depuis une quarantaine d'années, a lancé la réflexion sur comment utiliser les matériaux de construction sans aucun a priori. Donc l'idée c'était de voir comment on construit des espaces qui vont être confortables avec donc l'utilisation des matériaux locaux, avec ces réflexions sur le prix, etc. Donc pour revenir au tifa, donc on a commencé à faire des recherches. Donc cette recherche elle a démarré par une étude de la microstructure et comme je dis, on s'est rendu compte que c'était très poreux et à partir de ça, on a essayé de faire des composites à base d'argile. Donc vous avez des argiles de tiki, des argiles un peu partout dans ces zones-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu construire, faire des prototypes pour voir réellement est-ce que c'était intéressant. Alors moi, ce que je retiens dans ça, c'est... Oui. Oui. Ah, oui. I will try and introduce in the best way that I can from what I remember, and as Mamdou said, our memories are very fragile, so I'll attempt. But Ibrahim is a material engineer, and he did his doctorate, his PhD, in regards to tifa as a material. And so what he was saying, what interested him about tifa to begin with as an invasive species is that initially it was actually used to try and desalinate waters. So it was actually used to try and improve the health of waters. But through their quick growth and propagation, they started actually like overgrowing and becoming a sort of monoculture within those rivers, and started posing the issue of invading essentially the rivers of mostly the north of Senegal. So he was saying that through his interest in tifa and his research as a material engineer and as a PhD student, what he came across and that he thought was really interesting in regards to material and material buildings was the microstructure of tifa and how it's really quite porous. And so he
started thinking in regards to TIFA, how could it be incorporated in maybe less conventional materials that would account for thermal comfort within buildings, and can TIFA contribute to that? And if so, with what should it be combined? So using, for example, clay as a binder, and according to where you're located in Senegal, that clay would change in composition, and its characterization would slightly differ. And he was saying that a lot of what motivated his research within the construction industry and architecture is his dad, which is an architect and has thought for a long time, for over 40 years, about alternative materials and what can they look like. So we're going to hand over to Ben. C'est quoi, sinon je vais continuer. So Ibrahim said he would continue forever because he loves this topic. So if you want to talk about it, you can talk about it with him after this session. So yeah, Ben. Hey everyone, thank you so much for coming out. I'm Ben, and I think in posing that question, it was kind of the culmination of a lot of thoughts that I had in working with TIFA. We were able to, see different places like Urbicen and different, people around all of Senegal kind of working with the material and making really amazing things like bricks and such. But the whole time I was just thinking, like, when you go to the banks of the Senegal River, like where Urbicen is, it creates what you're talking about, these mono-dominant zones, and more than that, they're really not great for the soil health of these marshes. So I kind of really felt this slight, I guess, a contradiction or a tension between. Dans le sens que j'ai rencontré un collègue qui était aux Nations Unies et qui nous disait comment voulez-vous gérer l'énergie dans les bâtiments au Sénégal. Je m'informais que l'État du Sénégal dépense des milliards pour éradiquer le TIFA, pour les couper et les jeter. C'est ce qui s'est passé. On dépensait beaucoup d'argent pour couper et jeter. Et l'année qui suit, ça repousse. Et le ministre de l'Environnement a dit, mais c'est pas possible. On dépense de l'argent et puis ça pousse. On lui a dit, mais on peut le valoriser. Comment en faire des isolants thermiques à exporter en Europe, en compétition avec les chambres servant d'isolation thermique. C'était ça l'idée de base. C'était pas de valoriser le TIFA pour la construction locale. Quand on l'a lancé, c'était couper, exporter. Ça n'a pas eu lieu. Mais on a dit, TIFA et terre sont complémentaires. C'est là où est né le projet et je l'ai poussé à faire sa thèse à ce niveau-là. Voilà le complément que je voulais ajouter. Je vous remercie. So that was Ibrahim Father that just spoke, and he was saying that it's interesting because essentially what happened is that like millions of dollars were invested in the removal of TIFA in the rivers in Senegal, and what the people were, like the government was seeing, was that okay, you would remove, you invest so much money, but then every year the plant keeps on growing, and so experts in architecture and material engineering started thinking about how could we revalue this plant in terms of its thermal properties and insulation. But what he said that was really interesting is that the departure of this material in Senegal wasn't actually for Senegal. It was all about exporting TIFA to Europe and in competition with, for example, hempcrete or other materials that were using biomass. And so initially the idea was not to be building locally with this, but it was to actually export the plant and try and revalue in that regard. And then that took a turn, and now the plant is actually used locally within materials and with projects like passés are doing. Would you like to answer the question? Hello. Hi, my name is Bohan. Thanks everyone for being here, and I think the question got me thinking, I guess in parallel, because earlier on we were talking about how these invasive materials can be used as a construction material, but I think
what I was also thinking, like how can cultural aspects of producing crafts, for example, be also used to, I guess, subvert the idea of something that's invasive. During this trip, on the way to St. Louis, we went to, I guess, a local manufacturing plant for tapestry. And from the villages and towns from Banjul all the way back down to Dakar, we also went through many small towns with craftsmen making woven fabrics and woven household items. And so I think that just got me really curious about how tifa as a material can be taken and then combine that with cultural traditions such as weaving, and then make it something that's close to home, not super alien in a construction site, and still be useful. And that's also what got me like interested in like weaving all of them together and seeing if it can be made into like a household like panel or something. And then yeah, that's just what I was thinking about. Donc c'est Bohan qui vient de parler, un des étudiants qui était ici avec nous. Et lui, il disait que ce qui l'a vraiment intéressé, c'était l'aspect aussi plus personnel ou plus culturel des objets que l'on retrouve par exemple à Dakar ou au Sénégal, comme les paniers tressés. Et donc il disait que lui, ce qui l'intéressait aussi, c'était que par exemple dans les matériaux de construction, souvent on est entouré d'une maison, on ne sait pas forcément de quoi elle est faite, et donc on n'a pas vraiment beaucoup de proximité avec le matériel en tant que lui-même. Et que donc lui disait ce qui l'a vraiment intéressé, c'était de réfléchir peut-être à ces objets qui sont vraiment très personnels et qui sont très attachés à notre quotidien, et comment est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de réintégrer ça au niveau de l'architecture, et donc de voir de manière assez visible tout de suite, ah voilà, là j'utilise du tifa et en fait ça a une propriété où je peux la tresser et je peux avoir des propriétés thermales, je peux aussi avoir une certaine privacité, et donc c'était le genre de questions auxquelles il a réfléchi. So, hello, my name is Cornelius. Yeah, also maybe just add the fact that, I mean, we were all working with the TIFA plant. But, I mean, aside this ambiguity of the plant and definitely the superior question of how to mitigate the growth, since it is an invasive species and harmful for biodiversity especially, it's also super fun to work with because it's so versatile. I mean, Bohan was talking also about his very own exploration of making the tifa structural on its own without adding any binders for making it a brick, for example. So this is the tifa stem or the leaves. So even those could potentially become structural, but also, for example, I was working just with extracting the seeds, which almost have like a wool consistency, which is ideal insulation material. So this plant, since it's an organic material, it's highly complex, and I think also although it's the question of how to mitigate the tifa invasion, there's also a lot of potential in this material. Donc Cornelius nous disait que qu'il avait réfléchi aussi au tifa de manière un peu similaire à Bohan, que oui, c'est des questions très sérieuses sur comment est-ce qu'on peut mitiger la poussée et la propagation de cette plante, mais aussi que comment est-ce qu'on peut la revaloriser, oui, à travers la brique, comme on a vu en Bassène et dans tous ces projets vraiment fantastiques, mais aussi que lui, il trouvait que c'était assez intéressant de voir que chaque partie en fait, de la plante peut être utilisée avec des additions comme la clé pour pouvoir construire des maisons entières, mais aussi que on pourrait utiliser par exemple les graines qui ressemblent un peu comme vous pouvez voir dans le bol, on dirait presque du coton, et que ça pourrait aussi avoir certaines propriétés, peut-être, on ne sait pas, et que donc il disait qu'il y avait un aspect aussi assez amusant de vraiment voir la plante de manière intégrale et voir tous les potentiels qu'elle pourrait peut-être apporter. So right now we're just passing around the different, like they're all tifa, just the milled tifa, what you were talking about, the stalk, and then the seeds. Just that we're also serious here today, you know, we're all talking like in this voice, but my first encounter in the United States, it's called cattails.
And my first encounter with this plant was as a Girl Scout. So we had to do survival skills, and you can eat the root, and you can use the cattail part of it as a torch. When you dip it into wax or some kind of kerosene or something, it becomes a torch. So, you know, there's so many possibilities for this plant. And last year was when my boss we were up north, and he pointed out like all the canals are being filled with it. And, you know, the challenge is, how do you change culture to embrace something that is considered foreign or a problem, and flip that to say, wow, wait a minute, this is a resource. And so, yeah, this is something that this discussion is very important. But, you know, hey, you can eat it too. Donc Benjamin disait que ce que vous voyez, c'est des parties différentes du TIFA. Donc il y a la tige qui est un peu sèche. Vous pouvez voir aussi les graines. Et puis je pense qu'il y en a certaines qui sont le TIFA qui a été broyé vraiment en petits morceaux pour être mis dans la brique. Et donc Catherine, ce qu'elle disait, c'était que oui, on a des sujets très intéressants, peut-être compliqués avec beaucoup de tensions, mais qu'elle aussi elle a un souvenir de quand elle était guide aux États-Unis, jeune, il regardait le TIFA à travers ses multiples usages. Et donc par exemple, ils utilisaient le TIFA, ils le mettaient dans de la cire et tu pouvais utiliser ça comme une lampe torche, ou alors tu pouvais manger les racines. Et donc c'est une plante qui a des usages vraiment multiples et que ça nous fait réfléchir un peu à comment est-ce qu'on pourrait revaloriser ça dans nos cultures et de manière générale, de manière un peu globale, cette question de plantes invasives ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on y réfléchit. I think that's a wonderful comment, and I think it's really interesting that the three of you looked at the fluffy seed material, the poppy, the stalk, and the stem, right? And you process it in very different ways. And I wonder, you know, when we cut the TIFA, simply just shred it to mill it, which is what we always do, we alienate ourselves from the plant. We're cutting it as fast, we mill it, we do that with plastics, we do that with coconut husk, we do that with a lot of biomass. And that in many ways reduces our connection. And I think trying to go back and understand the plant, because it's so different, the roots, the stalk, whatever is on top, the seeds, very different qualities. And would also change the way we harvest it. Like on the first day, Bohan and Cornelia suited up, and they went to harvest the TIFA for the first time. And it was like a snowstorm of all the TIFA seeds, and we were told there's 100,000 seeds in one pod. And we were aware of the care that it takes to harvest that properly only comes when we value that part of the plant. And so Cornelia's product, making it into a gypsum composite, super strong, on advice from Ibrahim, might cause us to also change the way we harvest and manage the plant. Maybe it's food, maybe it's something else, but going back and looking at them as subjects, as real beings, might inform another way of the way we treat and harvest them, which I think is part of this. We only value something when we care to know about it, right? So it's really beautiful, the three of you, how that came out organically. Malik disait que c'était intéressant parce que, comme on peut approcher précédemment, on a tendance à vraiment à voir la plante TIFA et à vraiment la faire passer par plein de machines, et on la reconnaît plus forcément en tant que plante parce qu'elle devient vraiment fine et elle devient une partie d'un composite avec par exemple l'argile, les terres. Du coup, on ne voit pas vraiment sa valeur, on ne comprend pas forcément parfois quand on la voit, on n'arrive pas forcément à l'identifier. Et donc elle disait qu'il y avait quelque chose aussi très intéressant qu'on a vu avec Urbacen, que Urbacen nous a introduit, par exemple la manière dont tu ramasses la plante et la manière dont tu vas la cultiver. Tu fais vraiment attention en fait à chaque partie de la plante, et dans une seule plante, tu as environ 100 000 graines, merci. Et donc si tu la prends à certains mois de l'année par exemple, la tige elle va être plus ou moins fragile, et donc les graines vont se propager dans toute la rivière, alors qu'à d'autres mois non. Et donc c'est vraiment pouvoir comprendre la plante de manière vraiment intégrale, mais pas en tant qu'un produit uniforme, mais que chaque partie de la plante a ses propres propriétés.
et que c'est quelque chose qu'on devrait commencer à valoriser dans nos pratiques. Je voudrais renforcer aussi ce qu'a dit Maïline et remercier Maïline et les étudiants aussi parce que grâce à eux on a découvert des matériaux sous toute leur couture et les remercier aussi pour avoir maintenant des graines de tifa dans nos cheveux, dans nos poches, dans nos sacs depuis une semaine. Mais vraiment c'était super intéressant de découvrir le découpage et de retourner vraiment à la profondeur de la matière sous toutes ces coutures. So Delphine was saying that it was interesting for them at Rohe to also have students going to all of those experts and coming back with like so many random products, and we were like spreading the seeds everywhere in the whole of Rohe, and they were like in everyone's pockets and hand and mouth, and it was kind of chaos, but at the same time it was lovely. And that this is something that as much as we're learning, we're also, there's something about sharing essentially that's very powerful and really important. So it's kind of, yeah, trying to continue that practice of opening knowledge. I have one more kind of comment slash open-ended question. I think like it's so important to reframe or reshift how we think about what invasive species are, and like think about it as like the value of it, the cattails and like food. But I think, I don't know, there's something that I just stuck in my brain. It's like in my neighborhood back home in Boston, there's this plant called Rose of Sharon that it's, you know, it's a beautiful flowering plant, and so people really started to like it. And then in the past 10 plus years, it's really overtaken everyone's backyards, and it's starting to like remove any biodiversity. So many plants that used to grow every year are no longer there. So I just like, I'm of two minds, because I just kind of see it almost as like a slippery slope to then creating like these mono-dominant zones, and like if there's tangible ill effects to the environment, it's hard for me to try and say that we're trying to, you know, think about it not as this negative thing, but there are tangible negative things that come from letting it just grow, but I don't know. Donc Benjamin disait que oui, il était vraiment partagé dans cette notion de plantes invasives, que par exemple il disait à Boston, là d'où il vient, il y a cette fleur qui est très très jolie, et donc tout le monde est attiré par sa beauté au niveau esthétique, et c'est une plante qui est devenue très invasive et qui en fait n'était pas locale originellement, et donc maintenant elle se retrouve dans tous les jardins, mais c'est complètement impossible de contrôler où est-ce qu'elle va pousser et qu'est-ce qu'elle empêche de pousser. Et donc un peu pour revenir à ce que Mamdou disait, c'est cette idée que on est attiré par des choses et on se pense un peu de tout droit de pouvoir introduire ce qu'on veut où on veut, mais qu'au final notre mémoire n'est pas forcément toujours, on n'a pas une énorme conscience, notre conscience est très fragile on va dire parfois, et que du coup lui il disait qu'il est un peu partagé encore avec cette idée de quelle plante est-ce qu'on valorise et pourquoi, et de cette question de monoculture au final, de à quelle échelle est-ce qu'on pousse nos choses, à quelle échelle est-ce qu'on construit, et comment est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à cette question d'échelle au final. Yes, so we're going to move on because we'll never get the chance to ask Dali Niang again. Are there other plants that can grow and help manage the spread of Tifa? Alors la question que Maëline a pour vous, et qu'elle disait qu'on ne pourra pas vous la poser si on ne vous la pose pas maintenant, donc on vous la pose, c'est est-ce qu'il y a des plantes, d'autres plantes qu'on peut faire pousser autour du Tifa et qui peuvent contrôler la propagation du Tifa, et donc réfléchir à voilà, oui, avec quelle plante est-ce qu'on peut commencer à cultiver le Tifa ou à contrôler le Tifa. Ce que je peux dire déjà, c'est que couper le Tifa déjà, sans l'écraser, parce que l'État du Sénégal, couper le Tifa, le jeter. Mais quand il le coupait, le jetait, il l'écrasait et il devenait inutilisable. Mais aujourd'hui, quelle est la machine ou le moyen le plus efficace pour couper le Tifa normalement? Et ça, c'est une question ouverte. Moi-même, j'ai travaillé beaucoup pour inventer une machine, c'est dans mes dessins. Mais peut-être que les étudiants ici vont inventer la machine pour couper le Tifa et sans l'écraser. Donc nous sommes dans cette dynamique de comment le valoriser. Maintenant,
quelle plante autour du TIFA, c'est vrai qu'il y a des luttes biologiques, etc. Mais ce n'est plus dans une dynamique de valorisation. Donc la question c'est, aujourd'hui, comment couper le TIFA de manière efficace pour ne pas détruire sa porosité. Je vous dis, c'est dans mes cartons, j'ai mis le dessin, mais bon, j'attends qu'encore une fois que vous autres, en rentrant aux États-Unis, vous réfléchissez comment couper le TIFA pour en tirer le maximum de profit. C'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Merci. So he was saying, yes, there are other plants that we could potentially start growing around TIFA, and biological competition has always been a thing and will always be a thing, and if we maybe start working with it in ways that are intelligent, then we can get the benefits of it. But he was saying for him the main challenge isn't really about figuring out what kind of plants can we cultivate around it, but it's more about how do we cut the TIFA and how do we make sure that we're not smashing it basically, and that we're like, because there's so many seeds in one plant, that at the end of the day, like whatever plant you put around TIFA, the main challenge remains how do you cut it, because it spreads so fast so quickly that is kind of really where you need to be looking at, and maybe what kind of machinery or what kind of technique would be the most effective in reducing. Okay, so we're going to move slightly away from TIFA but stay around the topic, and maybe we'll see if I can do this. And we're going to move on to plastics, and the idea is that TIFA maybe has this invasive seed, but plastic also seems to be everywhere. And maybe in the future there's a way to use TIFA, as you'll see these guys have done outside. But then what are we doing with our plastics? Sorry, it's going Move your hand up. Move your hand up. Yeah, you're covering. There you go. Sorry. What are we doing with these plastics? How do we make sure they don't become a monoculture in themselves? And what do their future lives look like? Donc on va transitionner de la plante de TIFA et donc de cette question de plante invasive à la question du plastique. Donc c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus qui est passé par beaucoup plus de procès et de manufacture, mais qu'au final ça reste aussi une question de qu'est-ce qu'on fait avec le plastique et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit pas non plus une monoculture dans notre utilisation de tous les jours, de quelle est la valeur qu'on a en fait qu'on attribue au plastique. Et donc on a Sambo qui a travaillé avec la question du plastique ou qui s'est inspiré de la... The kind of trading and shipping, that kind of process becomes much more, kind of loose and not cyclical in that way. Donc Millie disait qu'elle vient de Manchester en Angleterre et que elle, comme la manière dont, en tout cas avant de venir d'aller à Fatigue, donc elle voyait le coton, c'est à Manchester son économie a été basée de manière principale après l'industrialisation sur l'export et l'import du coton, et que c'est une relation au coton qui est vraiment liée à la machine, à la production intensive et en fait toute l'infrastructure qui se trouve autour du coton et pas vraiment à la valeur du coton en tant que plante en tant qu'elle-même. Et que du coup elle disait que ce qui l'avait vraiment intéressé ici c'était le côté à Fatigue avec Fallet et la pratique de Fallet, que c'est une pratique qui est beaucoup plus cyclique, qui suit vraiment les cycles de la nature et que la production est beaucoup plus minimale, mais qu'elle est beaucoup plus en accordance avec les cycles naturels et qu'on y réfléchit à la manière dont on va planter notre arbre, comment on va cultiver, récolter le coton et comment est-ce que aussi le coton va se retrouver dans les sols à la fin et les plantes et comment est-ce que ça va interagir avec les sols. Et donc ça c'était ce qui m'intéressait, de voir un peu cette juxtaposition entre l'industrie du coton en Angleterre, à Manchester et à Fatigue ici au Sénégal. Yeah, I can jump in now because I love this conversation. I can also try to. I speak French too, so sorry for being translate. But I'll just reintroduce myself. My name is Max, and I am a Princeton alum, so we're kind of like arch nemesis. But I love y'all. And I guess what I would like to add to contribute to the conversation about cotton, in particular, putting it in conversation with indigo, is this idea, which I think y'all are
conversation about material properties being imbued in these materials, right? Whether that is soil, whether that is a plant, whether that is a textile, and also pushing that to the next level and thinking about the imaginaries that are imbued in those materials. I think in particular what's so fascinating about indigo and cotton in my own research is that they are, to me, materials that have their own imaginaries, their own cosmologies, to the point where there are people who have their own stereotypes. There are people who are scared of those materials. I think when you talk about indigo here, a lot of people are scared to touch it because it's going to stain. Or when you purchase indigo, they'll ask you, est-ce que c'est déteint? Like, is it going to fade the color? So it's something you're scared to touch. And I think cotton, in many ways here, but in particular in the United States, it is a material that people are very scared to engage with. And so there are ways in which there are opportunities for us to sort of engage with that fear, that imaginary, that cosmology associated with the material, and potentially innovate on it, use that as a central pillar through which we can understand a part of society. I mean, I think we've all talked about this with textiles, about how it's the intersection of so many different parts of society, industry, it's agriculture, it's culture. So, I guess, yeah. Et je peux ajouter en français aussi. Bonjour tout le monde, bonsoir, je me présente, je m'appelle Max, je suis de Guinée-Conakry. Et donc je suis chercheur plutôt sur l'indigo, mais j'ai aussi fait de la recherche sur le coton aux États-Unis à l'université de Princeton. Et donc ce qui m'intéresse surtout, c'est l'idée et les ressources qui sont présentes dans ces matériaux. C'est vraiment l'idée que quand on parle de l'indigo, on parle d'un matériel ou d'une plante, d'une couleur qui a vraiment beaucoup d'histoire. Et c'est surtout une histoire qui est très, très compliquée. Moi, je parle plutôt de la Guinée, c'est un pays très avec une histoire très compliquée je pense qu'on connaît tous, et surtout avec une couleur comme l'indigo qui a été associée à une ethnie spécifique. Et donc c'est une couleur qui, quand tu vas au marché, tu poses des questions, ils te demandent est-ce que ça se déteint, est-ce que ça va faire des taches si je touche à la peau. Et moi, c'est une question qui en fait me donne beaucoup d'idées. Qu'est-ce que aussi ça nous intéresse de penser à quelque chose qui donne des taches, qui peut se déteindre, comme un peu un pilier duquel on peut continuer à explorer l'idée d'un concept pour construire des imaginaires un peu plus compliqués. Et je disais aussi que le coton, je pense que ça a une histoire très similaire aux États-Unis. Quand je fais des recherches là-bas, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas en discuter. C'est quelque chose qui a une très longue histoire, une longue histoire compliquée. On en a parlé juste avant. Et donc, je me dis que l'indigo, le coton, c'est vraiment quelque chose qui, quand on les met ensemble ou côte à côte, on peut vraiment avoir une conversation très, très sérieuse sur la difficulté de parler de ces textiles, de ces histoires qui en fait pourraient être très révélatrices et pourraient nous apprendre quelque chose sur le passé et surtout le futur de nos pays. So, thank you so much. Merci. Thank you very much. I'm sorry for jumping between materials, we just don't have lots of time. So we're going to move on to salt, and salt is our final material and where we're going to close out today with. The salt, we're going to be the question is about salt specifically in relation to the female body. Different phases of the production process can be harmful to the exterior of the body, yet the consumption can be beneficial to the interior. So how can salt production and the processes be improved to support all aspects of women's and others' health? I will put this question in slight context in the fact that we went to multiple salt beds, and salt beds in Senegal are basically run as like community infrastructures wholly by women. And it was a beautiful place to be, and they were all chatting to each other and joking with each other, but it was also in the face of the fact that this is an incredibly difficult and physical process. So yeah. Donc avant de passer à Karina qui a travaillé avec le sel, qui est notre dernier ingrédient de la soirée sur lequel l'une des personnes auxquelles on a réfléchi. Ce qui intéressait les étudiants, surtout Karina, au niveau du sel,
c'était la relation entre le sel et le corps humain, le corps physique, intérieur et extérieur, surtout le corps de la femme. Et on allait visiter tous ces endroits où les femmes récoltaient le sel. Et c'est des lieux qui sont vraiment spéciaux, où c'est vraiment basé à travers la communauté. C'est quelque chose que tu as de famille de génération en génération. C'est pas du tout c'est pas un endroit qui est privatisé, c'est un endroit qui voilà, que tu peux pas acheter en fait au final, que tu as seulement parce que ta famille a travaillé là-bas depuis toujours. Et donc ce qui a intéressé Karina surtout, c'était la question de comment est-ce que le sel c'est un élément essentiel à la vie, qui à la fois voilà, oui, est essentiel et on ne peut pas vivre sans, mais sa surconsommation peut être aussi très dangereuse et avoir un effet néfaste. Mais qu'aussi au niveau externe, récolter le sel, oui, il y a ce côté communautaire et ce côté où tout le monde est enfin, c'était vraiment des choses de famille et tu vois, et c'est une profession qui est vraiment belle, mais c'est aussi une profession qui demande beaucoup de travail physique et de labeur physique, et que le sel sur la peau sur avec le soleil par exemple peut avoir des effets qui peuvent être assez je sais pas si le mot c'est néfaste, mais qui peuvent avoir, ça peut être dur de travailler pendant des jours et des jours avec le sel sous les conditions de soleil ou quoi que ce soit. Donc on va adresser cette question, cette réflexion à Karina et Eta. Hi everyone, my name is Karina. I was drawn to the salt because I think it's a really nice way to bring all of these materials that we've studied back together in the way that, you know, there's salt in the water that the tifa grows and using tifa as a way to mitigate the salt levels, but then also the prevalence of microplastics in the production of salt. You can see that there are plastics everywhere, and even the women covering the beds with sheets of plastic. One of the things that I noticed, and because we didn't do a salt workshop, most of my reflections are just observational. I noticed how the production and harvesting of salt is very demanding on the exterior of the woman's body under the very strong sun. Even the women, the position that they're in is hunched over for many hours. And they rely heavily on the community around them during this really arduous task, although it's very beautiful as well. But then turning to the effects of salt on diet and nutrition have really great health benefits for pregnant women, also for young children, with the iodization of salt. And I'm just trying to understand if there's a way for us to build something or I don't know, I don't want to say alter because I don't know too much about the salt production process, but find a way for the whole process to be more beneficial for women all the way through. And we were even thinking about shade in some of these earth block factories and how the workers need to be shaded from the harsh sun. But even that, I don't know if that's possible because so much of the salt harvesting relies on the evaporation of salt under the sun. So this is a question that I don't really have an answer to, but just an observation about the stark differences between the effects of salt on the interior and exterior. Donc Karina disait qu'elle n'avait pas forcément de réponse fixe à cette question, mais que oui, ce qui l'avait vraiment intéressé, c'était cette juste exposition entre la consommation interne du sel et l'exposition externe au sel pendant sa récolte. Et donc elle disait que on avait visité par exemple, enfin on n'a pas fait de workshop avec le sel, on a seulement vu des endroits où le sel est collecté, donc c'est tout assez basé sur une observation et pas vraiment sur un savoir profond du sel, mais qu'elle disait que c'était intéressant parce que par exemple on avait vu des endroits où les gens travaillaient par exemple avec la brique et l'argile, et que il y a quelque chose de très simple qu'on peut faire, c'est rajouter de l'ombre et donc optimiser et optimiser les manières dont on travaille pour essayer de diminuer les effets du soleil, mais qu'avec pour la récolte du sel, c'est pas aussi facile parce qu'on a besoin de l'évaporisation, donc on a besoin du soleil pour pouvoir récolter le sel. Donc elle se posait vraiment la question de comment est-ce qu'on peut essayer de
de revaloriser le corps de la femme, pas seulement dans sa consommation, parce que avec par exemple l'importance des selles pour les enfants et les mères dans l'allaitement, mais aussi au niveau de la récolte de ces selles. I'm Ada. What drew me to salt was a bit more the sort of like contradictions about the way that it sort of moves physically through the world, and that you know it is absolutely necessary for life. Life can't exist without it, down to the cell, but also in both very low and very high concentrations, it's just like completely toxic. And that it's kind of its own pollutant in a way, and it moves through our environment strangely because of that. So I was a little bit less focused on the question of the exterior of the body, but I do want to kind of complicate this meeting of the salt harvesting in Senegal being like the domain of only women, because that's definitely not true. It was in like the flats that we visited, and the direct harvesting was, but there were a lot of other elements of the work around that in the organization that were not solely the work of the women there, but then also like in different contexts of harvest. So at Lake Redba, the pink lake, which sadly is no longer pink because of the rains, but there actually it's only the men who do the direct harvesting, and in a lot of ways, like the organization of labor based on gender is very much flipped in this different context of salt extraction. But in terms of the exterior of the body, something that I do think is like really interesting in between those two contexts is that the salt in the evaporation ponds is no less caustic to the body, and I mean even just being in there for 15-20 minutes you can really feel it in your skin, but the protective equipment is very, very minimal, but in like researching about Lake Redba, there actually I wasn't able to visit, but I came across a lot of information actually about how the men who do the diving and the extraction, so they're like totally immersed in the lake, a lot about how they protect their skin, which basically they cover their entire bodies everywhere in shea butter before a day of harvesting. And I don't know if there is like some reason that works in that context and maybe not in an evaporative pond context, or just that we didn't see women applying shea butter or anything like that. But I do think that it definitely though is notable that in the context in which women are harvesting the salt, it's a lot harder to find information about protecting the body's exterior, but in the context where men are harvesting the salt, it's actually like a pretty prominent feature of the of writing and video about it, and kind of media around it very much focuses on that. So that contradiction is pretty
pretty clearly apparent. Excusez-moi, aussi la soirée continue, donc votre traduction ne s'améliore pas. Mais je vais essayer de traduire tout ça. Donc Eda disait qu'elle, dans son projet, elle s'est moins concentrée de base sur la récolte du sel et l'impact que ça a sur le corps humain, spécialement le corps de la femme. De base, sa recherche sur le sel est plutôt sur le déplacement des sels de manière géographique. Mais elle disait c'était intéressant parce que elle a fait, elle n'est pas allée voir le lac, mais elle était vraiment intéressée par le lac Rose, où les pigmentations de ce lac sont produites par je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait la lecture moi-même, mais de ce que Eden nous disait, c'est un résultat des algues qui produisent le pigment rose, mais qu'avec les fortes pluies qu'il y a eu, le lac n'est plus vraiment rose. Et elle disait que c'est intéressant parce que dans ce lac-là, par exemple, comparé au lac que nous on a visité, c'est pas les femmes qui récoltent le sel, c'est les hommes. Et que elle disait qu'elle était étonnée qu'en faisant quelques recherches sur internet, elle a vu que très rapidement en fait l'équipement de comment est-ce qu'on se protège et comment est-ce qu'on protège notre peau, c'était quelque chose qui était très discuté et qui était très important et qui était en fait l'un des sujets les plus discutés sur la récolte du sel. Et donc elle disait que c'était intéressant qu'on n'a pas forcément beaucoup d'informations, qu'on n'a pas vu beaucoup de femmes se protéger, mais on n'a pas vraiment de conclusion sur ça parce que c'était tout sur des observations, mais pas forcément un savoir qu'on a parce qu'on a juste visité ces récoltes de sel pas mal de journées. Mais que donc oui, c'était assez intéressant de voir qu'il y a dans un contexte, ce sont que les hommes qui récoltent et qui se couvrent complètement pour protéger leur peau, et que dans un autre contexte, ce sont que les femmes et que justement on ne se couvre pas forcément la peau pour récolter. Donc voilà. That's the gist of it. C'est un bilan, mais voilà. Okay, we're going to close out. Okay. Do you want me to do it? No, go ahead. Okay. One last rapid fire question and then we're going to say our thanks. So, quickly as possible, one word, no stories, Colin. Maybe one sentence. One sentence? One sentence. Okay. One sentence. What do you hope can drive the future of our soil health? So feel free to take from any of the comments today. Donc on va finaliser cette soirée avec une question qu'on va ouvrir au public. Donc en une phrase, si vous pouvez répondre à avec quel outil ou quelle méthode espérez-vous qu'on puisse commencer à construire ou reconstruire ou contribuer à la santé des sols. Regenerative care. I think slowness as an opposition to the sort of techno-optimism that we have. It's not going to be one sentence, sorry. I've been listening, and one thing that came to me very strongly was that I come from a belief where we are made from soil. We as humans are made from soil, and we are going back, being buried to the soil. So basically, I truly believe that if we do not acknowledge this part of us through this conversation, we won't get anywhere. And I am profoundly grateful for Roe to have this kind of spaces where we can reconnect and get to know ourselves better. Thank you guys for flying all the way from the United States to Senegal, and to have this humble posture
of just coming, observing, learning, it means a lot. Because as Katrina was saying, she congratulates you for coming and bringing it. But actually it's starting here. That's the key point. I mean, like, everything starts from here. Unfortunately, we need others to think and believe it's good in order for us to just realize that it was here all the way from the beginning. So thank you again. Looking forward to all of your work. We've been following you. We will be following you. And I hope that you'll get the chance to come back and show us the extraordinary things that you will make out of this research. Thank you. Alors moi je vais faire plus court. Oh, Je peux le dire en français. Merci. En fait, j'ai remercié Ro et remercié les étudiants qui sont venus. Et j'ai évoqué un concept qui pour moi est essentiel. En fait, nous venons, je pense, et je ne suis pas la seule, que nous sommes faits de terre et nous retournons à la terre. Donc, pour répondre à leur question, je pense que pour que les choses aillent mieux, il faut déjà qu'on se reconnecte à qui nous sommes. Et cette question d'identité, elle est posée aujourd'hui. Et je trouve dommage que ce soit des étudiants d'ailleurs qui viennent, qui s'intéressent à ce travail et qui vont certainement ensuite orienter les yeux vers leur travail, alors qu'en fait ça vient d'ici. Que l'origine même de ce travail autour de la Terre vient d'ici. Donc voilà, je voulais juste leur dire à quel point je pense que c'est très important et que cette recherche aura forcément de multiples ramifications et que nous attendrons qu'ils reviennent, ou en tout cas nous espérons qu'ils reviendront pour pouvoir continuer à échanger. Et j'ai remercié Ro d'avoir ce genre d'espace pour mieux se connaître. Alors moi je vais faire plus court juste pour dire que ce qu'on va faire c'est peut-être ne pas oublier que l'être humain est une terre en fait. Parce que si vous faites le lien, le parallèle entre ce qu'on a au niveau du sol et ce qu'on a au niveau de la peau, c'est exactement les mêmes matériaux, les mêmes minéraux, les mêmes phénomènes qui se passent. Donc essayons de construire simple, naturel et ne cherchons pas à transformer. Sorry, forgot my role for a second. Ibrahim was saying that that for him, essentially, our bodies are made of what soil is made of, and that he sees we should see basically the construction industry in a way that we should be building in simple ways with things that are inherently complex, like the functioning of our body, and that for him that's how he sort of relates. Also the thinking of Earth, it's a big opportunity, so also the reflection of an architect to say it's not the modern materials like concrete, such as the Earth as a base thing, can change a lot of things. Donc encore revenir à cette idée de temps, et on a besoin de temps pour pouvoir explorer d'autres matériaux qui sont peut-être vus comme moins modernes ou moins contemporains comme le ciment, mais qu'au final ce sont des matériaux comme la terre qui sont aussi très intéressants. Moi je pense qu'il faut vraiment commencer par éveiller les consciences. Je me joins un peu à ce que tu as dit. Et ça se fait par différents biais, des formats comme celui-ci, des débats, des recherches, des expositions, des créations. Voilà. So similarly, it's about consciousness, and it's about creating space where we can gather and talk and share our thoughts, our knowledge, expertises, to broaden our knowledge and our understanding of those materials. Moi, je vais rejoindre ce qui a été dit un peu plus tôt. Je pense qu'il faut effectivement ralentir et aussi expérimenter, mais également revenir à des savoirs et à des savoir-faire en fait ancestraux qui sont toujours là et
les vulgariser et retravailler dessus en fait. Pour moi c'est ça, et surtout cette notion de ralentir, je trouvais que c'était très important. Carol was saying that being able to slow down is really crucial, like what I've been mentioning, and also acknowledging that actually a lot of those practices have a huge history in our ancestral knowledge, and there is a certain need to some degree to like vulgarize them, to make them more, I guess, more approachable and more open for everyone to be able to be interested in them. And for people to be curious about slowing down and wanting to learn about those practices. Continued multi-sensorial study and embodied explorations. Continuer à faire des expériences qui sont multisensorielles et qui sont en relation avec plusieurs parties de notre corps. Reconsiderations what humans need to live comfortably. Reconsidérer ce qu'on a besoin en tant qu'être humain pour vivre de manière confortable. For me, I hope that the new government, the new Senegalese government, our parliament must ban plastic to save the earth. Le besoin d'avoir des lois qui sont plus strictes sur la régulation au niveau du plastique, avec, et j'espère que le nouveau gouvernement sénégalais va s'intéresser et passer à l'action au niveau des lois sur le plastique. Moi, parfois, je me pose beaucoup de questions à savoir, est-ce que nous ne demandons pas trop plus à la Terre? Parce que tout ce que nous demandons à la Terre, elle nous la donne suivant ce qui est nécessaire à nos besoins. Suivant les différentes couches de la Terre, déjà elle nous offre de l'eau potable, elle nous donne beaucoup de nourriture, mais est-ce que parfois on l'exploite pour uniquement ce dont on a besoin? So sort of the idea of exploitation and how much we rely on the earth for everything that we consume and our existence, but at the same time that we should maybe this idea of slowing down and like listening to what the earth is already and the soil is already offering us without wanting to constantly be extracting more and make profit out of it. Alors, moi je suggérerais qu'on consomme la terre sans modération, c'est-à-dire qu'on touche, qu'on manie, qu'on fasse notre skincare avec, qu'on goûte à la terre pour créer ce lien fort et pouvoir savoir tout ce qu'elle englobe. So again, kind of this idea of being able to play with earth and understand earth as being multisensorial, and the idea that like, yes, we can build with earth, and yes, you're growing things out of earth, but you should be able to play in earth, you should be able to smell earth, you should be able to like ingest some kind of earth, and that all of those things really help you and understand and respect and want to contribute to the soil of house. The health of soil, sorry. Donc bonsoir. Moi je vais être très bref. Je pense que je vais demander qu'on aurait plus de formation, décomplexer ce qui est construit sur la terre, parce qu'au Sénégal c'est une société culturelle. Ensuite, sensibiliser, conscientiser la population. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. So for him, he was saying what is crucial is also being able to inform people on how do you build with earth, because that knowledge is not so widespread and accessible. So be able to sensitize people in regards to how do you build with earth and what does it mean to build with earth and how do you do it in respect to the soil itself is really crucial. Moi, je dirais que pour l'architecture ou bien pour toute notre façon de vivre selon certains critères modernes, on est devenu de plus en plus dépendant aux métaux. Et j'ai l'impression qu'en fait, on s'en sortira à partir du moment où on aura développé des manières de traiter
d'extraire, surtout avant tout, d'extraire et ensuite de traiter les métaux d'une manière différente de ce qu'on fait depuis 100 ans, qui est finalement terrible, puisqu'on ne le voit peut-être pas forcément ici, mais dans d'autres contextes qui dépendent, par exemple à l'est du Congo, qui dépendent entièrement de l'extraction minérale, donc des minerais de métaux des plus simples aux plus compliqués. En fait, ça détruit totalement des hectares et des hectares de manière complètement dramatique. Et c'est très très toxique, cette manière d'extraire. Et donc voilà, je pense que notre salut viendra à partir du moment où on réfléchira à faire autrement et à pas plutôt déplacer et d'arrêter plutôt de déplacer on va dire nos déchets toxiques dont on dépend ailleurs. Et en fait, et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. So the idea of rethinking highly extractive landscapes where we extract minerals in order to produce highly processed metals, and how maybe those scales and those levels of processing are maybe not so suitable anymore, and how can we rethink those materials, those metals, but also how can we rethink all of the waste that are generated from those mines and our waste on a daily basis, and this idea that we constantly kind of do not want to see this waste and we send it abroad and we don't really want to be dealing with it, and how can we maybe start renegotiating that and being a bit more aware of the waste we produce and the process that we need in order to extract materials such as metals. I just hope that we can continue the efforts to repair our relationship with these natural resources, the land around us, and just thankful for the opportunity to get to hear more about your work. I'm in materials engineering as well, so it's nice to hear about these conversations or these material from a more expensive way. I don't get to work with natural materials a lot. So. Donc elle disait qu'elle est ingénieure des matériaux et que c'est intéressant de voir des architectes s'intéresser sur le sujet des matériaux renouvelables et des matériaux biologiques, et que c'est aussi une question de réparation et de comment est-ce qu'on réfléchit à comment est-ce qu'on répare ses sols pour elle, c'est crucial. Donc merci beaucoup. Moi je pense que mon intervention serait bien que l'humain doit savoir qu'il est une partie de la nature et que la nature ne l'appartient pas. Parce que réellement, en pensant que la nature nous appartient, on est plus dans le sens de occuper, exploiter et vendre. Et cette relation transforme, détruit tout. Et on pense que directement les matériaux, on doit, et c'est des opportunités, directement c'est ce qu'on pense. Notre monde d'aujourd'hui voit tout matériau comme opportunité qui te permet en fait de faire tout ce que tu veux. Le développement est directement la relation qu'on a avec les matériaux. Donc du coup, et ces matériaux viennent de la nature. Donc on passe à exploiter 100% à la nature. Et on détruit réellement cette relation circulaire qu'on avait avec la nature qui est très très important. Et retournant à cette conscience, cette terre-là où on est, en fait cet espace-là où on est, a une conscience. Et dans sa conscience, c'est sûr qu'il sera écrite que ça fait des siècles qu'il n'y avait pas en fait ce béton. Et que c'est l'homme moderne qui a amené ce béton, qui aujourd'hui en fait met son empreinte sur sa capacité de respirer, sur sa capacité en fait d'être généreux avec nous. C'est l'homme moderne qui a coupé ça. Donc la relation de l'homme moderne avec la nature, pour moi, c'est quelque chose qui doit être revisité. Et que aussi en fait que les matériaux, on doit toujours essayer de préserver que ce soit des matériaux locaux. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de DeFi, de toutes ces choses-là.
au moment où le marché international les verra comme un produit directement, où ces pays-là, où ces zones-là où ils sont, ne le verront plus, où il y aura une surexploitation et directement, en fait, les populations, les riverains de ces espaces-là affronteront d'autres réalités. Donc pour moi, les matériaux aussi doivent être des matériaux locaux. So it's the idea that rather than thinking that as human we own nature, and hence that leads to very exploitative practices where we occupy the land and we think we can kind of subtract whatever we want from it and sell it for our profit. The idea that we are a part of nature and that through like kind of removing this hierarchy and kind of removing this distance and this like constructed dichotomy with nature and human, then we can maybe start understanding the like cycles in which all of those elements exist in, and that in doing that, then we become a bit more aware, and maybe again it leads to more curiosity and more desire to build with materials that are maybe less processed, and that also we need to be respectful because actually we rely on nature rather than nature relying on us. And he was also saying that local materials are really important for him, and that there is a tendency to like globalize everything, and he's worried that with materials, for example, like TIFA, and this sort of like idea that like, oh, it becomes like a sustainable material, then it like could attract an international, like global desire to want to work with this product that actually like is not quite site specific and is completely removed from its context, and then like all of the material would be exported, and also maybe like, I don't know, it would lead to like more monoculture of this plant as a sort of negative side effect of wanting to constantly globalize in the picture and like help with floodings on different levels, elevations of the city. But he was saying that the project got rejected because part of the project was to build like 2 huge piles of sand, and that was the most costly endeavor in the proposal, and that people refused to have the sand as being the most costly part of the project, because who would value sand more than a building? La question de la terre, sachant que a priori, il y a probablement à peu près 80% de l'habitat dans le monde qui est en terre aujourd'hui. Deuxième contradiction, les architectes, c'est à peu près 95% de la construction dans le monde qui est faite sans architecte. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'architecte, mais ça veut dire qu'il faut de l'architecture, et ça veut dire aussi qu'il faut redonner un rôle social et environnemental à cet acte de construire, et que j'apprécie beaucoup ce que vous avez fait ce soir dans votre institution, parce que vous avez montré qu'il est possible de parler d'architecture et dans son environnement au sens global, comme vous l'avez dit, sans tomber dans le piège de cette fascination de la construction à la place des gens. Et donc, je vous remercie pour ça. He was saying that it's actually interesting because 80% of the constructions nowadays does not really matter. The climate across different types of climates are actually made out of earth to some degree or another. And so there's like a non-awareness of that, but also that like around 95% of the buildings aren't really designed or built by architects. So it's not to say that we don't need architects, but it's to say that we need to maybe rethink what our role is as architects, and how do we, kind of what we saw with Rofila, like how do we start maybe accounting for the fact that people will build and are not relying on architects to build, and so how can we start being more in dialogue and maybe creating toolkits to start like thinking about what are the kind of materials we're interested in and why, and how can those modes of construction can be shared more effectively. To come back to the original question, which is about regenerisms, I think it's important for the future to leave the soil alone
and as much as possible, and to rethink our idea of development in a way that will limit our territorial occupation on the earth and let the natural cycles take over again. And I think it's a really important question in every developing country, especially Senegal right now, which is kind of covering where the construction is gaining more and more land over the untouched territories. Yeah. Il disait aussi que c'est intéressant de voir que peut-être on a besoin de pas toucher à la terre tout le temps et qu'il y a des moments, la plupart du temps, où peut-être on ne devrait pas toucher, on devrait limiter les espaces qu'on habite et réfléchir à des maisons plus petites ou des endroits où on occupe moins de la terre, où on couvre moins de la terre. Et donc à voir comment est-ce qu'on peut commencer à pratiquer des manières d'habiter qui occupent moins de l'espace des sols. So if any of you have any interest in continuing your research or your studies, the organization that I'm with is called REDES. It's a Rousseau pour l'émergence et développement des éco-villages au Sahel. You can find us on the web at REDES, REDES, ecovillages.org. We welcome volunteers, we welcome you to come research, we welcome architectural interest. We have nothing but soil. And, you know, we love anyone who has any interest in working with us. Donc elle invite tout le monde qui est intéressé à la terre et à la santé des sols à contacter l'organisation dans laquelle elle travaille, qui est REDES, et qu'ils sont tout le temps à la recherche de collaborariats, de stagiaires, d'employés. Bonsoir. J'aimerais bien vous remercier parce que, comme on dit toujours, dans la vie, on apprend tous les jours. Parce que je viens d'apprendre, malgré que je suis vieux maintenant, mais je viens d'apprendre beaucoup de choses. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est pratiquement comme nous, Africains et Sénégalais en particulier, nous refusons par rapport au développement. Vous allez essayer d'ici quelques années, vous voyez que toutes ces recherches que vous avez faites, et que s'ils n'aboutissent pas, vous pouvez revenir encore une fois, essayer de booster encore, parce que ça c'est magnifique. Je suis vraiment content parce que Catherine m'a invité et je suis vraiment, je n'ai pas regretté, je n'ai pas perdu mon temps. Et bon courage. So he was saying I was really happy because he learned a lot this evening and that he didn't waste his time and that he's very glad he came. And that he was saying kind of, to reflect what people have been saying, he's really glad that people are coming and that they're kind of understanding that those materials and technologies, because to some degree their technology is not like are inherently based in like they originate from Senegal. Those materials have been observing, and that he's excited to see the kind of work and observations that we make out of those, and that they're kind of crucial to be able to understand soil health and work towards soil health. Okay. We're not going to do the inner. Thank you. We're not going to do the inner circle because you've heard from us enough, and it's getting pretty late. But I guess we're going to close out with a couple of thank yous. That's okay. Okay. So I'll start with the inner circle. Thank you to the students. Thank you for talking with us today and spending the last month working super hard and having so much fun in Senegal. So yeah, thank you. Donc on va conclure la soirée, mais on voulait commencer à remercier des personnes. Et une des premières personnes que Precious remerciait, c'était les étudiants, les collègues de l'université, avec qui on a appris, on a regardé, on s'est amusé aussi pendant tout ce mois. Voilà. And then next, thank you to everybody that came today. Especially for those who we've been working with. It's been so wonderful to learn so much from you.
But a very deep thank you to everybody for participating and doing your sentences and your words. It's been so wonderful to be with you. Merci à toute l'audience, merci d'être venu, merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté. Et merci à tous les experts qui nous ont donné tellement de temps et qui ont été très patients avec nous pour nous apprendre sur leurs pratiques. On est vraiment très reconnaissants. Also a thank you to Raw, especially not only the people who are here in front of us, but also the people who have been behind the scenes doing absolutely amazing work and giving us absolutely amazing lunches. But thank you so much for all the effort you put in. We realise that we may have ruined your front lawn, sorry. But we are incredibly thankful for all the time and effort that you've given us. We would have had an amazing time in Senegal without you guys. On veut remercier Ro, il y a Philly et Delphine qui sont là, mais il y a aussi plein d'autres femmes, de fantastiques femmes, qui ont organisé, qui nous ont aidé à organiser qui ont organisé en grande partie avec Maëlie ce voyage. Sans elles, on n'aurait pas pu être ici et on n'aurait pas pu apprendre. Donc on est vraiment reconnaissants. Mais c'était vraiment chouette et elles nous ont aussi offert un espace et elles nous ont éduqués pendant tout ce mois. Donc on est très reconnaissants. Merci beaucoup. And the final thank you is to the woman who brought us all here today, Mei Ling. Someone else can do this, thank you a lot. But thank you so much for bringing us all here. I think we will, calling it a life-changing experience is kind of cringy, but it's been a life-changing experience. And your curiosity and your joyfulness and your willingness to just let us do anything, I think has allowed us to learn so much. And I think we all came to Senegal because we thought it was incredibly cool, and I think you somehow made it extraordinary. So yeah, thank you. La dernière personne qu'on veut remercier, before you speak, c'est Maëlie. Et c'est grâce à elle aussi qu'on a pu venir ici. Elle a organisé tout le programme. Et elle est toujours, c'est quelqu'un avec une force incroyable, qui est toujours très joyeuse, qui est hyper ouverte aux étudiants d'explorer ce qu'ils ont envie et de voir où est-ce que ça aboutit. Et que tout le monde était très excité de venir au Sénégal, mais qu'au final, en arrivant ici, c'était encore beaucoup plus de ce qu'ils avaient imaginé. Et après, je me suis dit, pas pour être cringy, mais que c'était une expérience qui a changé la manière dont ils voyaient l'architecture et leur expérience ici. As usual, we're on Senegal time. We're a bit late, but we're enjoying the company and the thoughts. And I want to say that this is the first of 5 years. So this is a longer-term project and coming in for a month and leaving. And we hope it's going to be affiliated with our PhD programs. So there's a longer-term connections with all the partners we worked with over the past few weeks, and hopefully resulting in a build project. But more than anything, it's not the build form, but the kind of connections and replicability of these in many parts of places where we're from. It's a very diverse group, but here also in Senegal. So I want to thank all of you for being here. The students have commandeered a fantastic conversation, much better than any of us here could. I want to thank you. You guys are so poetic and thoughtful. I'm so proud. Oh my God, so many good things. And I want to concur. I think she left, but I think the humility that the students have shown in all of the engagements and our partners' willingness to open their doors, so that this isn't a colonial extractive visit. It is much more a bi-directional exchange, maybe multiple directional exchange, I think is the spirit that was captured. And I also really want to emphasize Raw's bridging this gap and their relational practice that allowed us to work in this way. We're missing some people who are not here tonight, but it's a STAR team, and thank you for having us and making this part of your public dialogue, so this doesn't just stay within our circle, but it's
it's thoughts that activate many of the things that people in this room are already doing. Thank you, guys. Thank you to all the collaborators for during the workshops that we had. I'm not going to go over and list over everything in Wolof. There's a saying, Kulim Jum, but I want to start with thanking the raw material team, Mailing Loco, this amazing group of students who have come with so much humility and has contributed and nourished us in return as well. Thank you to Dr. Ibrahim Magnan, Carole Diop, Urbasen, Fatih Soumari, Marie-Madeleine Diouf, Nounou Design, Mamadou Dia, de Khakhatai, Makumba Diagne, Avreku Place, Jean-Charles Tal, Aïssa John, Zingabo, Nicolas Ron, and Avorofila, Élémentaire, Adam Ndouret et Kenou Labs. Bon, la liste continue. But thank you so much for everything, for the process, for this beautiful journey, Mailing. And yes, we hope to see you again in Senegal in other capacities as well. And this is, well, yeah. Also, sorry, quick shout out to the teacher for translating everything. Thank you so much, ladies. Je vais parler hors protocole. J'avais prévu une décoration pour la chaire. C'est moi qui ai créé ça. Je vais lui donner ça. He had created this beautiful piece of art for Mailing Loco to say a massive thank you. And she's the sheep. Je suis son père, mais il a tout fait pour que je vienne. Il a tout fait, il a négocié pour que je vienne. Et je suis là. So he says that he's the father, but it's thanks to the son that he's in. Oh my God. It's amazing. I'm gonna have to ask. Oui. Et je vais traduire en attendant. Je vais traduire les remerciements de Philippe, qui avait commencé par dire qu'elle ne passerait pas dans la liste. Mais je n'ai pas besoin de traduire les noms parce que vous avez entendu les noms qu'elle a cités. Mais oui, tous les remerciements encore aux étudiants pour leur humilité, à Mailing pour ce magnifique projet et cette grande humanité avec laquelle elle nous a emmenés dans ce voyage. Et qui n'est qu'un début puisqu'on va aller sur un projet qui va continuer pendant les années à venir. Et merci à toute l'audience comme d'habitude d'être aussi fidèle et aux nouveaux venus. Voilà, maintenant, et à l'équipe de Ro qui est très importante et qui a déjà été remerciée, mais comme elles l'ont dit, les petites mains cachées qui sont dans la cuisine et qui ont travaillé dur toute cette semaine, et puis celles qui ne sont pas là et qui sont en voyage, Farma, Marie Cissé, Fatima. Voilà, et donc, et Omar qu'on n'oublie pas, parce que ce n'est pas que l'équipe de femmes. Merci Omar. Et on va vous inviter à continuer la conversation autour d'un petit verre et de quelques petites préparations à manger. Voilà.